Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Ses partisans parlent de honte et de forfaiture. Maître Demba Ciré Bathily, avocat du député maire, soutient que le ministre de la Justice a déjà jugé son client. Hausse du budget du ministère de l'Agriculture estimé à plus de 195 milliards et demi. Il a été voté ce dimanche à l'Assemblée nationale. Certains élus en ont profité pour contester les chiffres avancés en termes de production arachidière de cette année. Maolo 2017, Tivaouane sera mis hors délestage durant la période du Magal. C'est le directeur général de la Sénélec qui l'annonce. Sur le terrain, l'opération Gamou Zéro Ordure bat son plein. Et puis les travailleurs de bus Tata et Aftu en ordre de bataille, ils vont décréter demain lundi rouge pour dénoncer leurs conditions de vie et de travail. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est honteux ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est l'avis de la socialiste Aminata Diallo, la camarade et partisane du maire de Dakar, n'a pas apprécié la manière dont l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été levée pour Maître Demba Ciré Bathily, avocat du député maire. Le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a déjà jugé son client. Ils ont rencontré nos reporters Al-Hassan Ba et Diafar Abba. Plus d'obstacles pour la justice, puisqu'il n'y a plus d'immunité parlementaire pour le maire de Dakar. Khalifa Sall, livré. Hier, moi, je regardais Moustapha Agnès, le président Moustapha Agnès, je le regardais comme ça, quoi. Je disais non, il a le règlement intérieur, il parle de mettre en œuvre tout ce qui est écrit dans le règlement intérieur, alors que depuis le début, tout ce qui a été fait contre Khalifa Sall, c'est contraire au règlement intérieur. Alors je ne comprenais pas. Un héritier de Senghor qui livre un autre héritier de Senghor, ben Senghor comprendra les choses comme ça. Aminata Diallo dénonce ce qu'elle appelle une honte, un projet machiavélique où tout est fait la nuit. C'est l'image que nos députés, malheureusement, ont fait circuler partout dans le monde, parce que quand même c'est un député dont la procédure n'a jamais été respectée depuis le début. Il a été cueilli, il a été interrogé, il est parti à la DIC plusieurs fois, mise au dépôt à minuit, aujourd'hui à minuit encore ou à 23h encore, c'est la levée de l'immunité parlementaire. Tout a été fait la nuit. Procédure irrégulière, dénonce le conseil du maire de la ville de Dakar. Demba Ciré Bathily estime que le ministre de la Justice a déjà jugé leur client. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale nous enseigne une chose. Vous avez entendu le garde des Sceaux dire qu'ils ont sollicité la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall pour pouvoir démarrer son procès. C'est grave ce qu'il a dit. Le dossier est en phase d'enquête et c'est après l'enquête que le juge décidera s'il doit l'envoyer devant la barre ou non. Ce juge doit être indépendant, mais si le ministre de la Justice sait déjà qu'on va vers un procès, dans ce cas, les juges doivent se revoir ou faire une sortie. Le combat se poursuit, très confiant, sereine et souriante. La socialiste avertit leurs adversaires. Demain, j'aimerais bien savoir si tous ces gens-là peut-être reviendront encore pour dire à Khalifa Sall, nous sommes avec toi. Moi, j'attends vraiment ces moments-là pour l'avenir. J'attends toutes ces personnes pour qu'ils reviennent pour dire à Khalifa Sall, nous sommes avec toi. Moi, j'attends que ça. Nous restons avec Aminata Diallo qui soutient que si on arrive à un procès contre Khalifa Sall, il ne sera plus question de cacher quoi que ce soit. Tous ceux qui ont pu bénéficier de la caisse d'avance seront dévoilés. Le président Macky Sall en fait partie. Nous l'écoutons toujours au micro d'Al-Hassan Ba et Diafar Abba. Maintenant, il n'y a plus rien à cacher. Une fois, s'il y a un procès, il n'y aura plus rien à cacher. Parce que quand même, cette caisse d'avance-là, voilà, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est un fonds politique. Un fonds politique, à ce moment-là, adviendra que pourra. Ils n'ont qu'à s'attendre à tout. Tous ceux qui ont bénéficié de ces fonds politiques n'ont qu'à s'attendre à voir leur nom. C'est mon avis, hein.
c'est mon avis personnel. Moi, je donnerais... aussi des autorités qui sont dans le gouvernement. Tous ceux qui ont bénéficié, de ce fonds politique, qui s'attendent. Le président de la République, Macky Sall, il a bel et bien bénéficié de ce fonds politique. Voilà, un petit retour en arrière. C'est hier, samedi, que l'Assemblée nationale a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Les députés de l'opposition qualifient cet état de fait de forfaiture. Selon eux, les droits du député Khalifa Sall ont été bafoués. Les débats ont été parfois houleux à l'Assemblée nationale. Compte rendu signé Pape Faraning et Mardia. Quels sont ceux qui sont pour? L'écrasante majorité des députés de Benno Bokk Yakaar ont adopté le rapport du comité ad hoc. Le député Khalifa Sall perd ainsi son immunité parlementaire. La lecture du rapport provoque l'ire des députés de l'opposition avec des débats houleux. Le député Khalifa Ababacar Sall bénéficie de l'immunité parlementaire. Vous ne prendrez pas la parole si je ne vous la donne pas. C'est le règlement intérieur qui le permet. Asseyez-vous. Vous ne l'aurez pas. L'opposition dénonce beaucoup d'irrégularités dans le processus. Elle soutient mordicus que les droits des députés maires de Dakar sont bafoués. Premièrement, la convocation n'était pas conforme. Il aurait fallu 48 heures. Malheureusement, c'est en moins de 24 heures, dans une précipitation extrême, que cette convocation a eu lieu. Le droit le plus élémentaire du député Khalifa Ababacar Sall n'a pas été respecté. Il n'a pas été entendu. Il n'a pas de défenseur. C'est quelqu'un à qui on dit qu'il bénéficie d'une immunité et on le laisse encore en prison. Mais quand même, le plus dur, le plus craint de nos adversaires, le plus craint même de nos ennemis, ne mérite pas un tel sort. Dire qu'il bénéficie d'un non-lieu ou qu'on va le renvoyer devant le tribunal, il parle déjà de procès. Pour vous dire, dans leur tête, tout est planifié. C'est ça qui me fait mal. Le président de la commission ad hoc minimise. Aïmérou Nyingue estime que Khalifa Sall a décliné leur invite. On aurait voulu l'entendre. Mais diable, que voulez-vous? Si vous voulez entendre quelqu'un qui ne veut pas vous écouter, mais vous êtes devant un mur. Et devant un mur, nous devrions avancer. Et je dois rappeler que la question de Khalifa Sall, par rapport en tout cas au Parlement, le Parlement n'est pas un tribunal. On ne juge personne au Parlement. Mais puisque nous sommes une institution qui votons les lois de ce pays, et que la justice est en charge d'appliquer justement les lois que nous votons, mais il faut quand même qu'on permette à ce pays, aux institutions, de fonctionner. Des débats contradictoires, parfois très durs, même le ministre de la Justice a été perturbé par les députés de l'opposition. Les députés, mais si vous écoutez, vous allez comprendre. Écoutez. Faraning pour le député Abdoulaye Baldé, cette décision décrédibilise à l'Assemblée nationale. Le leader de l'UCS trouve désolant d'ouvrir cette 13e législature avec la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. Nous l'écoutons. Malheureusement, c'est le premier cas de cette 13e législature. Mais pour la 12e législature, je pense qu'il y a presque 5 députés dont les immunités ont été levées. Je considère que c'est devenu une banalité. Et qui plus est avec une violation flagrante du règlement intérieur de bout en bout. Dans la constitution, aussi bien de ces commissions ad hoc, dans la composition des commissions ad hoc, dans le processus de création de bout en bout, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été violé. Je considère qu'on pouvait arriver au même but en respectant les règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Donc c'est avec beaucoup de peine. Et je voulais surtout condamner cette manière de faire, et cette manière de banaliser les institutions de la République, parce qu'il s'agit de cela. Ceux qui vont voter ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils vont juste voter parce que le prince a demandé à ce qu'on vote et qu'on lève l'immunité d'un député. Je pense que ce sont des précédents dangereux et qu'aujourd'hui ou demain, tout le monde peut se retrouver dans la même situation. Je pense qu'il faut qu'on commence à respecter les règles que nous avons édictées pour le fonctionnement de nos institutions. À Paris, des proches de Khalifa Sall se sont également levés pour exiger sa libération. Une rencontre entre les socialistes proches de Khalifa Sall et même annoncé les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Kamara. Les partisans du maire de Dakar étendent leur combat pour sa libération loin du Sénégal. C'est à Paris que certains élus de Dakar ont rencontré des souteneurs de Khalifa Sall. J'ai rencontré des camarades déterminés, donc qui se battent pour un idéal, qui se battent pour des principes.
Et il est heureux, en tout cas, que je rencontre tous ces camarades avec qui j'ai fait pour la plupart le mouvement national des jeunes socialistes. Et je sais comment ils sont déterminés, aussi déterminés que nous qui sommes au Sénégal. Le Parti socialiste n'est plus ce qu'il était à cause de Ousmane Tanor Dieng. Parce que mosul milité dafa xëy rek nekk responsable loolu nag ak Abdou Diouf la te baaluñu ko ko. Durant la rencontre, ils ont tenu à manifester leur amertume. Des stratégies pour libérer leurs mentors n'ont pas manqué. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de descendre dans les rues et exiger par A ou B la libération de Khalifa Sall. Brassard rouge, des mines grises, l'inquiétude et la colère se lisent sur leurs visages, pressés de voir leur leader humer l'ère de la liberté. Les députés de la diaspora demandent assistance, surtout dans les pays de l'Afrique du Centre. Dans ces régions, les Sénégalais vivent beaucoup de difficultés, notamment dans les zones qui ont des conflits, de même qu'en Espagne, dans la région de Barcelone, où l'obtention de papiers administratifs relève d'un véritable chemin de croix. Là-dessus, nous écoutons Aboubakar Ngaïdé et Ouri Diallo Ba au micro de Pape Farani. Nous avons des problèmes au niveau de certains autres pays, des problèmes de papier, des problèmes de contrôle de papier dans certains pays qui sont un peu récurrentes. Mais on a d'autres problèmes d'ordre administratif, d'ordre consulaire, en ce qui concerne les passeports. Au niveau de Pointe-Noire, au niveau du Congo, on a un problème, puisqu'on n'arrive pas à faire des passeports là-bas. C'est juste une commission qui quitte le Sénégal pour arriver au niveau du Congo et faire les passeports, enrôler les gens et repartir. Ensuite, renvoyer les papiers. Alors que nous avons au Gabon la possibilité d'aller faire les passeports là-bas, mais l'accès au Gabon est difficile pour les Sénégalais résidant dans les pays comme le Cameroun ou bien la RDC ou le Congo. La majorité de nos citoyens se trouvent dans la région de Barcelone et de Gérona. Et aujourd'hui, ces gens-là sont obligés de faire le trajet Gérona Madrid ou Barcelone Madrid pour vraiment avoir les cartes d'identité ou avoir fait les déclarations de ça. Donc, ce que j'ai demandé au ministre et le demander au chef de l'État, c'est qu'on puisse ériger Barcelone, de mettre en place à Barcelone un consul général. C'est ça qui va permettre au Sénégal, non seulement ils vont économiser sur le plan de travail, ils vont économiser sur le plan économique. Deuxième session parlementaire de la CEDEAO. Les premiers travaux ont porté sur l'examen du budget. L'occasion a été saisie également pour se prononcer sur des questions d'actualité, la paix, la migration et la sécurité, entre autres, dans la zone CEDEAO. Les détails avec nos envoyés spéciaux, Dissa Préra et Tierno Laurent Mendy. Après l'ouverture officielle de la deuxième session, place aux travaux des commissions. C'est la commission ad hoc chargée de l'examen du budget qui ouvre le bal. Pendant 3 jours, les députés devront se pencher et disséquer le projet de budget 2018 des institutions de la CEDEAO. Nous avons dans un premier temps validé la feuille de route pour l'examen de ce budget avec un exposé préliminaire du président du comité administration et finances qui nous présente le rapport du CAF. Et c'est ce rapport qui est présenté, qui fait l'objet de débats par les parlementaires afin de pouvoir donner des avis complémentaires ou amendés qui permettront de pouvoir le présenter prochainement au niveau du Conseil des ministres. Mais je voudrais auparavant vraiment remercier dès le début de nos travaux, à l'ouverture de cette session, l'excellente présentation de son Excellence le Président Macky Sall. Vraiment, ça a été une fierté pour nous, Sénégalais, d'avoir pu recevoir d'abord le Président en tant qu'ancien président de la CEDEAO et en tant que président de notre cher Sénégal, qui a vraiment délivré un message. Et tous les parlementaires continuent encore d'en parler. Une procédure longue et complexe. Chaque institution présente un projet de budget, mais à la fin, c'est le comité d'administration et de finances de vérifier si oui ou non tout le processus a été respecté. La procédure du budget est très longue. Hein. Elle démarre d'abord par la lettre de cadrage qui est délivrée au niveau des instances, au niveau de la commission, de la Cour de justice, de toutes les institutions du Parlement.
qui en fait après une appropriation pour en discuter en interne. C'est sur la base de ces documents, de ce document de cadrage, que chaque institution présente un budget en amont. Nous avons pu le faire lors de notre session extraordinaire qui s'est déroulée au mois de septembre à Lomé, au mois de septembre. Et chaque institution en a fait de même. Il appartient, selon les recommandations du Conseil des ministres, au comité administration et finances de se réunir en amont de notre session budgétaire pour valider avec les experts des pays membres de la CEDEAO de regarder en amont, vraiment en présence de toutes les institutions, tout le processus de validation de ce budget. Les travaux sont encore en cours, mais des points essentiels sont déjà soulevés. Il y a le point de la solidarité. Et ensuite, vous savez, de plus en plus, on a des événements qui ne sont pas prévus. Vous savez, l'Ebola, ce n'était pas prévu, d'autres choses aussi. Ces points-là ont été suffisamment bien touchés pour ne pas que la CEDEAO reste presque empathique lorsque de telles choses vont se passer. En plus, il y a la monnaie unique, la task force. Vous savez très bien que lorsqu'il y a une monnaie unique, l'intégration est plus prenante. Et c'est sûr que le budget a mis un accent dessus pour leur donner assez de moyens de se déplacer, de se rencontrer plus pour qu'on aille vers cette décision. Vous savez, c'est 20-20, c'est difficile à atteindre, mais ce n'est pas impossible. Mais l'essentiel, c'est qu'on accélère vers cette monnaie unique. À la fin, la plénière va débattre sur le document présenté par la commission ad hoc. Mais tout le travail doit se faire avant le 13 et 14 décembre prochain, date à laquelle le Conseil des ministres va se réunir. Nous parlons de l'esclavage en Libye. Maître Sidiki Kaba parle de crimes contre l'humanité. Le ministre des Affaires étrangères soutient que Macky Sall a ordonné ou bien a donné des instructions pour examiner cette question au sommet d'Abidjan. Je propose de l'écouter, des propos recueillis par Pape Farani. La Libye, il a été le premier État justement à prendre position. Le premier communiqué qui a amené immédiatement une réaction en chaîne de tous les chefs d'État. Et il a pris immédiatement l'engagement que cette question sera inscrite à l'Union africaine, à l'ordre du jour de l'Union africaine en janvier, le 29 et 30 juillet. Mais mieux, ici, à l'Union africaine, au sommet Union africaine, Union européenne. Et demain, je serai à Abidjan avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères d'Afrique. Nous avons déjà fait passer le message que nous le débattrons. Et après-demain, ce sera avec l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Nous le débattrons. Mais en même temps aussi, les chefs d'État, lorsqu'ils seront ensemble le 30 à Abidjan, parce que le président l'a déjà dit, ils le feront. Mais quand il fait d'autres, après la saisine de tout cela, mais aussi, n'oubliez pas que nous sommes au Conseil de sécurité. Lorsque la question a été portée par le président guinéen devant le président Macron, il a dit, oui, le trafic d'esclavage est un crime contre l'humanité. En 2001, sous les instigations précisément de mon ancien collègue, lointain collègue aussi en France, on a voté précisément en France, à l'Assemblée nationale en 2001, que justement, que l'esclavage est un crime contre l'humanité. C'était Maître Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères, qui était hier à l'Assemblée nationale. Justement, nous restons à l'Assemblée nationale avec le projet de budget 2018 du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural qui a été voté à l'unanimité à hauteur de 195 milliards et demi de francs CFA. La rencontre qui a réuni le ministre de l'Agriculture et les députés a été une tribune pour certains élus de contester les chiffres avancés par la majorité en termes de production arachidière pour cette saison. Compte rendu signé Cher Tidjan John et Yafaraba. Jamais égalée, soutient le ministre de l'Agriculture. La production arachidière sénégalaise se décompose comme suit. Nous avons un tiers autoconsommation, 15% perte post-récolte. Nous avons les réserves personnelles pour les semences qui sont de 50 000. Nous avons la partie commercialisée, enfin la partie
qui est commercialisé selon le circuit officiel 75 000 tonnes, nous avons après la part des huiliers et la part des exportateurs. C'est comme ça qu'est structurée la filière arachidière. On produit 1 400 000. Il s'en glorifie. Je signale qu'en 1975, on a produit 1 500 000 tonnes d'arachide. Donc les questions ne se situent pas à ce niveau. Vraiment, moi je pense que ces batailles de chiffres-là, il faut aller vers la question, les visions et les orientations sur l'agriculture. On a 7,5%. Le budget de l'agriculture, 7,5% pour 7% sur le budget global. Mais c'est minable avec ça. Nous nous excusons pour ces problèmes techniques. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec la réaction de quelques députés qui se prononcent sur les difficultés que rencontre le monde agricole en matière de semences, intrants et matériel. Des réactions recueillies par Chertidiane Dione et Yafaraba. La vallée de Kori qui se trouve dans le Guireyoro Bokar qu'on a commencé à aménager. Le matériel agricole, je ne peux pas te dire il y a combien de tracteurs qu'on a amenés à Kolda. De façon dont on octroie les terres aux grandes puissances. Nous avons pris l'exemple de Dodel et d'Emet. Comme vous le savez, les populations ont manifesté parce qu'il y a un impact de 20 villages qui vont se retrouver dans le dénuement, tout simplement parce qu'on a octroyé 10 000 hectares de terre à une société marocaine, Afri Partners. Alors, donc nous l'avons dénoncé. Et nous n'avons pas entendu le gouvernement. D'autant plus que ce qui nous étonne le plus, c'est que l'actuel locataire du palais, le président Macky Sall, quand il était candidat en 2012, avait dénoncé l'octroi des terres de Fanaï. Vous, de la situation dans le monde rural en 2012, et comparer cette situation-là à ce que nous vivons aujourd'hui, sur tous les secteurs et dans tous les domaines, dans toutes les filières, à travers toutes les spéculations, notre pays a fait des bons extrêmement appréciables. Donc, toute la zone de l'île Amorphile n'a pas fait la culture de la saison des pluies, la culture irriguée, surtout avec les réaménagements de la Saïed qui sont faits d'une façon pas trop bonne. Autre aspect de l'actualité, les travailleurs de Tata et Aftu décrètent le lundi rouge à travers un sit-in, d'occasion pour se prononcer sur les conditions de vie et de travail extrêmement difficiles pour eux. Là-dessus, nous écoutons Amadou Samb, le secrétaire général du SATS, oui, c'est ça. Il est avec Salif Sow. Nous ne voulons pas paralyser le secteur, mais on va les montrer que dès lundi, nous pourrons menacer, nous pourrons arrêter le réseau et jusqu'à même après le Gamou. Mais nous ne le ferons pas. Nous allons aborder des brassards rouges, laisser les travailleurs travailler. On va tenir un sitting devant le Cap Trans pour dire à l'État que nous ne reconnaissons pas ce Cap Trans. C'est un avertissement. Sinon, nous allons à rapproche du Gamou et nous allons mobiliser les bus Tata. Les receveurs sont agressés. Ces braves femmes qui sont derrière moi, quelqu'un qui est enceinte, je l'avais dit lors de notre point de presse passé, tu perds ton emploi parce que rien ne te garantit. Ces femmes mariées ont peur même de produire des enfants. Ça fait 12 ans que l'AFTU est en place, mais nous avons trouvé qu'on a changé de bus, mais le système demeure entier, reste entier comme si c'était les Ndiagandia et les cars rapides. Donc cela prouve que ça va très mal. Donc, comment se fait-il que tu as des travailleurs qui ne bénéficient pas de contrat de travail comme le prévoit la loi et tu me dis que ces travailleurs sont dans de bonnes conditions? Et l'État étant complice avec les transporteurs, ça on le dit. Le CETUD plus particulièrement, qui est d'un démembrement de l'État, le CETUD étant complice avec le Cap Trans, qui font des dilatoires pour nous retarder. Parce que ça fait 12 ans, l'AFTU avait échoué. Ils ont mis en place le Cap Trans. Nous allons adresser une plainte et nous demandons aussi à la présidente de l'OFNAC de se saisir sur les fonds que gère le Cap Trans. Parce qu'il y a du... Gamou 2017, la Sénélec annonce des mesures pour un bon déroulement de cet événement religieux. De l'avis de Mohamed Makhtar Cissé, Tivaouane sera mis hors délestage durant toute la période du Gamou. Le directeur général de la Sénélec parle donc de Gamou sans coupure. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Toben et Touba qui alimentent Tivaouane, bon,
Il doit y avoir un peu de magie dans les T, certainement. J'ai noté ça. Moi, j'aime bien les chiffres et les concordances. Et donc, ça, c'est un autre signe peut-être. Et il y a Tienaba à côté en plus. Donc, c'est dire qu'il faut rester concentré sur le travail et avoir le souci de respecter d'abord vos collaborateurs. Ça, c'est une base. Sénélec y est toujours parvenu dans des années beaucoup plus difficiles. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et j'espère qu'en ces temps où la qualité de service est nettement améliorée et surtout que le niveau de production est largement garanti, nous espérons qu'avec les prières, nous allons avoir un Maouloud sans incident. Sur le plan technique, tous les schémas qui ont été déroulés pour la sécurisation du système électrique d'abord, pour assurer la redondance du système en termes d'exploitation et en termes de souplesse, mais également pour tout le plan de contingence qui est déroulé pour les événements extérieurs qui pourraient survenir. Parce qu'on ne rappellera jamais assez que nous sommes dans un système électrique et que nous sommes soumis à des événements exogènes, comme nous l'avons malheureusement éprouvé encore la semaine dernière avec l'incident qui est survenu à Dakar au niveau du parc Lambaye. Et donc je voudrais vraiment insister sur cela. L'essentiel, c'est de rester concentré sur le service, de rester concentré sur les besoins des consommateurs. Ça, c'est extrêmement important. Nous ne sommes pas à notre service, nous sommes au service des autres. Notre énergie pour vous servir, c'est toutes nos forces, toute notre mobilisation, toute notre science, tout notre savoir-faire pour les autres. C'est ça le sens du mot service. C'est le plus beau mot du français d'ailleurs, servir. Des preuves, parfois on a des agréments, satisfaction, insatisfaction. Je le répéterai toujours assez. Un avion, il ne décolle jamais, il n'atteint jamais la croisière sans turbulence. Ça n'existe pas. Le jour où les techniciens arriveront à réaliser cette performance, ça signifiera que l'homme peut vivre tranquillement, sans difficulté. Et ils n'y arriveront jamais. Il y aura toujours des turbulences, après ça se stabilisera. Puis le restant à Tivaouane où le ministre de l'Environnement a mobilisé en important le matériel pour la salubrité de la ville de Tivaouane. C'est l'opération Gamon Zéro Ordure. Le ministre Mame Thierno Dieng que je vous propose d'écouter toujours au micro de Cheikh Anta Diop. Nous avons l'intention et la ferme conviction de donner à l'événement toute la dimension qu'il met. Nous avons amené du matériel. Et je ne rentrerai pas dans les statistiques, mais globalement, nous avons doublé la quantité de tout ce qui venait ici. Et nous savons que c'est relativement insuffisant, mais notre volonté est de faire en sorte d'amener tout le matériel rendu nécessaire par l'obligation de rendre la ville propre et accueillante. Nous y avons ajouté 9 citernes pour aussi contribuer à l'autarcie en eau du Gamogue. Ça aussi, c'est très important. Malgré la quantité, nous avons quand même 2 regrets. Le premier regret, c'est l'arrivée tardive, parce que l'assainissement, c'est doit commencer tous. Mais le retard est lié à un événement malheureux qui s'est passé à Touba. Nous profitons de l'occasion aussi pour prier pour l'illustre des disparus. C'est ça qui a un peu bouleversé. L'autre regret, c'est peut-être la quantité que nous jugeons insuffisante. Mais notre volonté est de faire en sorte qu'elle soit la plus suffisante possible. Et tout cela s'intègre dans l'obligation républicaine d'une institution comme un ministère. Parce que le Gabon, c'est un événement mondial et qui célèbre quelque chose de très important qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde devrait la célébrer avec la même importance, mais l'importance avec laquelle Dieu la célèbre est unique. Elle est unique par la quantité de personnes qui se retrouvent ici en si peu de temps. Et comme je l'ai dit partout, l'État a l'obligation d'accompagner les citoyens dans tout, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national. Donc c'est cela aussi qui motive notre déplacement. Parlons éducation à présent. 30 villages de la localité traditionnelle du Blouf, c'est dans le département de Bignona. 5 lycées, 0 série scientifique. Les populations s'indignent de cette situation et lancent un appel aux autorités pour changer la donne. Elles veulent dans leur lycée des séries scientifiques. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mangan. Le Blouf, une localité traditionnelle du département de Bignona, est composé d'une trentaine de villages qui comptent au moins 5 lycées. Problème, aucun lycée du Blouf n'abrite la série scientifique S1. Les intellectuels de cette partie du pays réagissent. Ma réaction, c'est d'abord une réaction d'ahurissement, stupéfaction, donc de surprise. J'interpelle, disons, tous les acteurs à faire le maximum pour que cette série, c'est la série S1, soit ouverte au niveau des lycées du Blouf. C'est d'abord bien construire son socle. C'est d'abord l'enseignement de base et doit être bien amélioré. Bien encadrer les enfants, les suivre et les orienter dans
selon le résultat, vers des séries scientifiques. Cette situation est suffisamment préoccupante pour que les responsables de l'association regroupant l'ensemble de ces villages la placent au cœur de leur 7e journée de l'excellence. Ils lancent même un appel aux autorités. On a constaté que la série S1 est inexistante. Nous avons 5 lycées, mais dans tous ces 5 lycées, il n'y a aucune classe en série S1. Or, on sait que pour bâtir une nation, il faut des scientifiques pour aider à développer nos contrées. C'est la raison pour laquelle nous avons donc choisi ce thème. Nous sommes en train de lancer un appel aux autorités au plus haut niveau pour qu'on nous affecte véritablement des professeurs à même de prodiguer des enseignements dans les classes scientifiques, surtout en S1 dans notre Blouf. Ces populations ont aussi lancé un appel aux professeurs de mathématiques et de sciences physiques originaires de cette partie du pays pour voler au secours des lycées du Blouf. Nous allons dans le nord du pays avec les menaces qui pèsent sur le patrimoine saint-lusien qui impactent négativement l'économie locale de la ville. Annonce faite lors de la célébration de la 8e édition du patrimoine. Charles Ndiaye, acteur culturel, demande aux autorités de s'investir davantage pour la sauvegarde du patrimoine. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ousseynou Diop. Le patrimoine est en péril, mais on dira aussi que beaucoup d'efforts ont été faits. On dira qu'il faudra faire encore des efforts pour que, par exemple, le plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été un travail colossal fait par les autorités, l'UNESCO, la direction du patrimoine culturel et aussi la commune de Saint-Louis, ils ont fait un travail énorme à travers ce plan qu'on appelle le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Saint-Louis. Mais ce patrimoine peine à être mis en application. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel aux autorités pour qu'on s'attelle à la mise en application de ce patrimoine. Parce que le travail qui a été fait en amont et en aval, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est assez contraignant. Et quand c'est contraignant, c'est difficile. C'est difficile pour les gens de comprendre ces contraintes qui sont contenues dans ce plan. Donc, la pédagogie voudrait que derrière ce travail, qu'il y ait un suivi, dans la sensibilisation, qu'il y ait plus de proximité avec les populations concernées par cette réhabilitation dont Saint-Louis a. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.